Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les chrétiens ont repris le chemin des églises après près de 2 mois de fermeture pour cause de limitation de la propagation du coronavirus, mais à condition que les mesures barrières soient respectées. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée des archives. Le numérique a conduit à une explosion du nombre de documents et de sources d'informations. L'archivage numérique apparaît comme une solution pour sécuriser tous ces documents. Et puis l'eau conditionnée n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité. Elle étanche la soif mais serait mauvaise pour la santé. Depuis ce 2 juin, les lieux de culte ont rouvert leurs portes aux fidèles après 2 lunes entières de fermeture. Ce dimanche, bonjour la communion fraternelle. Dans les églises, les chrétiens renouent, retrouvent le chemin des lieux de culte, mais quid du respect des gestes barrières et des mesures imposées par le gouvernement. Le constat dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Ce dimanche matin, pas de répit pour Thomas. Après près de 2 mois de fermeture des lieux de culte, l'église rouvre enfin ses portes et c'est à une tâche inhabituelle qu'il doit aujourd'hui s'appliquer avec à sa charge des gilets jaunes. Il est important que les mesures qui sont recommandées, aussi bien par l'autorité gouvernementale que par les autorités ecclésiastiques, donc que ces mesures-là soient observées, notamment donc la distanciation, les mesures de lavage de mains. Ici à l'église catholique Saint-Martin de Cotonou, pas plus de 3 personnes sur les bancs durant la messe. Le parking est désormais exploité à des fins autres que le stationnement des véhicules et les horaires des messes sont revus. Nous avons réaménagé les horaires. Nous réorganisons pour que entre les différentes messes, qu'il y ait d'espace pour permettre aux uns de partir et aux autres assez de temps pour l'autre de venir, pour qu'il n'y ait pas trop de proximité entre les rencontres. Pendant qu'une messe est en cours, voilà à quoi ressemble la devanture de l'église. Contre mauvaise fortune, les fidèles font bon cœur. Ils attendent patiemment leur tour. On n'a pas le choix. C'est une joie pour moi. C'est une bonne organisation. Si on devait nous laisser faire comme on a l'habitude de faire, tout le monde se mélange, alors la maladie va se répandre rapidement. Pourtant, quand la porte s'ouvre, plus de place pour quelque distanciation que ce soit. Dans les églises évangéliques, les habitudes changent également. On a imposé à tout le monde, comme l'État a dit, chacun doit utiliser cache-nez. Nous avons multiplié le nombre de cultes. En fonction de cela, nous avons décidé que le culte ne dure que 90 minutes. Au sein de l'église du christianisme céleste, seuls des masques de couleur blanche ou bleue sont admis. Nous avons confectionné des cache-nez uniformes à tous nos paroissiens à qui nous avons distribué ça gratuitement sans rien prendre. Sur cette paroisse, pas facile de faire entendre aux fidèles le maintien du masque au visage. Pourtant, le responsable assure de la discipline des siens. Désinfecter régulièrement les lieux de culte est l'une des conditions exigées par le gouvernement. Mais pour ce premier jour, difficile de l'appliquer. Si on doit nettoyer chaque chaise, chaque banc, il faut alors compter au moins 2 à 3 heures de temps. Ce n'est pas facile puisque en fait, vous savez vous-même que les portes ont été fermées depuis de longs mois. C'est dur, c'est pénible pour nous. Donc ça agit sur les finances de l'église et du coup, nous sommes entrés en contrat avec quelqu'un qui a l'appareil et qui, avec 30 minutes, pourra désinfecter la salle un certain nombre de fois. Faut-il le rappeler, le gouvernement béninois a autorisé la réouverture des lieux de culte à la suite d'une nouvelle évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et parlons du coronavirus. Mam Tchek Mbaye est un jeune débrouillard. Vous allez le voir dans ce reportage. Il a su s'adapter à la situation qu'impose la pandémie. Il s'est reconverti en vendeur de masques, un business qui lui réussit bien. Pourtant, avant le coronavirus, Mam Tchek avait l'habitude de vendre des jouets pour enfants. Ibrahim Andong a suivi son parcours.
au reportage. Se faufiler entre les véhicules à la recherche de potentiels clients. Masque au visage, ce self-made man débute ainsi sa journée. Et c'est au rond-point Djamalai que Mame Cheikh commence à écouler son stock de masques. Chaque matin, je viens au rond-point de la Brioche Dorée de Djamalai. Ici, je commence à vendre quelques masques avant de continuer mon parcours. Dans son business, ce jeune de 28 ans ne manque pas de stratégie, une approche qui lui permet d'aborder ses clients sans problème. J'ai oublié mon masque à la maison et quand j'ai croisé ce vendeur, il m'en a vendu un à un prix vraiment abordable. C'est une très bonne initiative. Je l'ai acheté à 250 francs. C'est parce que j'ai oublié mon masque à la maison et je risque de rencontrer la police à l'école Dior. Entre coins et recoins, espaces publics et commerces, ce jeune ambulant n'a pas de sens interdit. Le masque nous protège et protège aussi les autres. Donc, un masque n'est pas fait pour être gardé dans son sac. Les masques sont vendus à 500 francs l'unité. Pour apporter sa contribution, dit-il, Mame Cheikh n'hésite pas à baisser le prix ou même vendre à perte. Il en profite aussi pour participer à la sensibilisation. En plus de la vente, j'en profite aussi pour sensibiliser les personnes que je rencontre. Des fois, tu croises quelqu'un qui te dit que le masque l'étouffe. Alors je leur fais comprendre que c'est mieux d'être étouffé que d'attraper le virus. Aujourd'hui, la maladie à coronavirus a atteint une autre dimension, avec notamment les cas communautaires. Ce qui nécessite donc une certaine adaptation. La sensibilisation doit être communautaire. Chacun d'entre nous vraiment doit sauver l'autre pour ne pas être atteint. Donc vraiment, c'est une bonne initiative. Une initiative devenue le gagne-pain de Mame Cheikh. Pourtant, avant le coronavirus, il était dans d'autres secteurs d'activité. Avant la pandémie, je vendais à Kaolack et j'allais aussi jusqu'en Gambie pour écouler des jouets d'enfants et autres. Rester 10 à 15 jours sans rien faire. Par la suite, je me suis dit qu'il fallait une solution. Rechpeya, comme l'appellent ses proches, s'arme toujours de courage et d'endurance. Il parcourt au quotidien des kilomètres à pied pour écouler ses produits. Quand on oublie son masque, il suffit de le rencontrer pour prendre aussitôt la poudre d'escampette au risque d'être verbalisé par les forces de l'ordre. Et je l'annonçais dans les titres, aujourd'hui c'est la journée mondiale des archives. L'archivage est une spécialité indispensable des technologies de l'information et de la communication. La profession a progressé vers l'archivage numérique. Au Bénin, l'archivage numérique n'est pas encore rentré dans les habitudes. Benus Amoussouga parle des enjeux et défis de l'archivage numérique au Bénin. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique.
C'est quand on a fini ces étapes, maintenant, qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. L'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contiennent des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces cas de maladie, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. La Tanzanie veut faire passer sa production cotonnière à 1 million de tonnes d'ici 2025, soit plus de 2 fois sa récolte actuelle. Pour y arriver, l'exécutif veut encourager les exploitants grâce à de meilleurs prix à l'achat. Cette nouvelle annonce est accueillie avec réserve. En effet, depuis quelques années, la filière coton affiche une évolution en dents de scie en raison notamment de problèmes climatiques et de mauvaises pratiques culturelles. En outre, le cap des 600 000 tonnes prévu pour 2018 n'a toujours pas été atteint malgré la volonté affichée par les autorités. Et ce sera tout pour ce journal. Retrouvez-nous également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.